Un journaliste, c'est soit une pute, soit un chômeur. Connasse. Ferme-la, pauvre tâche, et retourne aux chiottes à ta place. Tu serais plus apte dans le porno, ma grande. Plus une sacrée tête de con pour présenter ses conneries. Ce commentateur ressemble à un homosexuel efféminé. Hein? Ça, c'est quelques exemples de commentaires qu'on reçoit sous nos vidéos sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Et même si on a l'aide d'une entreprise spécialisée pour les filtrer, parfois, certains passent à travers les mailles du filet et c'est violent. Ils peuvent toucher n'importe qui et virer parfois au cyberharcèlement, pourtant reconnu comme un délit depuis 2014. D'après le site de l'association e-Enfance, qui prend en charge les victimes, le cyberharcèlement peut prendre plusieurs formes. Les intimidations, insultes, moqueries ou menaces en ligne, la diffusion de rumeurs, le piratage de comptes, la création d'un groupe, d'une page ou d'un sujet de discussion sur un réseau social à l'encontre d'une personne, la publication de photos ou vidéos embarrassantes ou humiliantes de la victime, le sexting non consenti ou encore le revenge porn, la pornodivulgation ou le chantage à la webcam. Alors je pense que pour bien comprendre la définition du cyberharcèlement, il faut décomposer ce mot. Bon, le harcèlement dans un premier temps, qui est le fait pour un individu de subir de manière répétée des intrusions dans sa vie privée par des manifestations qui sont assez simples, des injures, des brimades, des réprimandes, des mots inappropriés, des phrases inappropriées. On a le harcèlement dans un premier temps et on a l'aspect cyber qui induit que ces phases de harcèlement à répétition se passent via les réseaux, via Internet, en tout cas de cette manière précisément. Ce mardi 11 février, c'est le Safer Internet Day. L'objectif, c'est d'encourager les comportements responsables et positifs en ligne pour venir à bout du cyberharcèlement, et il y a du travail. Selon l'étude annuelle menée par e-Enfance et la Caisse d'épargne publiée le 9 octobre dernier, 23% des 6-18 ans ont déjà été confrontés à une situation de cyberharcèlement. C'est 5% de plus que l'an dernier. Pourtant, depuis 2014, le cyberharcèlement est reconnu comme un délit dans le code pénal. La loi permet de considérer qu'à partir du moment où on prend part, même par un message, à un raid de cyberharcèlement, on est cyberharceleur. Donc, cette loi, elle a pour positif au moins d'avoir mis sur un pied d'égalité cette notion de un seul message, plusieurs, un auteur, plusieurs, c'est la vague qui compte. C'est le raid, c'est l'impression de multiplication du harcèlement, finalement comme ça existe dans l'infraction de la vie réelle d'harcèlement, où c'est la multiplication des injures, la multiplication des attaques qui compte. On a des peines qui vont de 1 an, 3 ans, 5 ans, parfois avec des circonstances aggravantes qui viennent ajouter un petit peu à ce quantum, des amendes, aussi des possibilités de se voir bannir des réseaux sociaux pour dans un premier temps un délai de 6 mois, puis un délai d'1 an ensuite en récidive. Donc, les choses et l'arsenal judiciaire se met en œuvre pour cela. Seulement on se rend bien compte, au regard des procès qui sont menés récemment, que les peines requises sont plutôt relativement symboliques. En 2021, plus de 50 personnes ont été condamnées pour des faits de cyberharcèlement. Et ces dernières années, plusieurs procès ont eu lieu, dont certains assez médiatisés. Je pense à celui de Magali Berda, lors duquel les coupables ont été condamnés à des peines allant de 4 à 18 mois de prison, avec sursis dans la moitié des cas, ou celui de la chanteuse Oshi, où un internaute a été condamné à 8 mois de prison, dont 2 fermes, ou encore le dernier en date, celui de la streameuse Ultia, qui a eu lieu le 21 janvier 2025. Dans cette affaire, la procureure a requis des peines allant de 7 à 12 mois d'emprisonnement avec sursis. Si l'affaire vous intéresse, une consoeur de coloc, la chaîne en immersion d'Ouest France, a d'ailleurs suivi le procès. Ça peut paraître tout ça très faible par rapport à la vague que peuvent être les réseaux sociaux. On a des procès où on se rend bien compte qu'on ne sait pas bien comment arrêter. Lorsque le robinet est ouvert et que la haine commence à se déverser, c'est presque impossible d'arrêter tout cela. Ce sont des notifications qui arrivent comme on prendrait une claque à chaque fois. Et c'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. Mais on se rend compte que les auteurs sont totalement déconnectés de l'impact que peut représenter leur intervention dans un raid de cyberharcèlement. Les personnes victimes doivent se faire entendre et doivent se faire connaître. Parce qu'il faut qu'elles puissent être protégées et que les auteurs puissent être condamnés. Et il faut que ceux qui se pensent permis de harceler d'autres personnes par une phrase, par un mot, sous un post qui vient s'accumuler à d'autres, comprennent que c'est une infraction pénale. Et il faut à un moment donné que ça se démocratise et qu'on comprenne qu'on a des outils à notre disposition et de pouvoir se considérer comme une victime devant la justice n'appartient pas qu'aux personnalités publiques. Le citoyen lambda, le jeune homme dans sa chambre, cette femme qui rentre et qui fait un post un peu féministe et qui se fait harceler parce qu'elle a eu le malheur de venir affirmer une opinion,
Il faut que ces gens-là aient conscience qu'ils doivent bénéficier aussi de la protection de la loi. Si vous êtes victime de cyberharcèlement, vous pouvez en parler à une personne de confiance, couper vos réseaux sociaux, signaler les contenus injurieux aux plateformes sur lesquelles ils sont publiés et à la police ou gendarmerie pour porter plainte. Il existe aussi un numéro d'écoute et de conseils anonymes disponible 7 jours sur 7 de 9h à 23h. Retenez-le, c'est le 3018.